contribution a été proposée, vous est proposée. Elle est la plus courte de toutes les contributions, d'abord. Ça ne veut pas dire qu'elle a plus de mérite. Mais il nous est apparu qu'il n'était pas la peine, après l'élection présidentielle, après une longue campagne électorale, de revenir sur des textes, sur des mots qui avaient déjà été dits, écrits et actés par les citoyens. Et que la seule question, dans le fond, qu'on doit se poser, c'est comment réussir la politique qui a été approuvée par une majorité de Françaises et de Français. Parce que c'est là l'enjeu principal. Ce n'est pas de revenir sur des mots et des déclarations qui ont été faites ou des engagements pris. La question, c'est comment on réussit une politique, non pas dans le court terme, mais dans un projet effectivement nous permettant dans la durée de faire les transformations. Alors, très modestement, cette contribution dit il y a un premier aspect de rupture, c'est l'engagement de François Hollande. Rompre avec le style Sarkozy, ça, c'est réussi. Pas de problème. Je crois que depuis 3 mois, le président de la République a démontré, en effet, sur ce terrain-là, que la façon de diriger la République française était d'une autre nature, d'une autre attitude, à la fois calme, maîtrisée, responsable, essayant de partager un certain nombre de préoccupations avec des partenaires économiques ou sociaux, syndicaux ou patronaux. Ensuite, la deuxième rupture, qui est nécessairement contenue dans l'action politique qu'a menée François Hollande et les camarades qui ont ensuite été candidats aux élections législatives, c'est quelque part une rupture idéologique avec la gestion libérale, financière de l'économie de marché. Parce que s'il n'y avait pas une autre approche dans la gestion de la fabrication de la richesse, du partage de la richesse, de la justice sociale, fiscale et autres, effectivement, ce serait compliqué d'avoir un autre contenu et d'autres résultats, même si nous devons être extrêmement lucides sur la réalité des rapports de force. On le voit bien, je veux dire au plan mondial, au plan européen, par rapport à la finance. François Hollande avait dit mon adversaire, ce n'est pas une personne ou une autre, c'est la finance. Mais on voit le poids que celle-ci a encore aujourd'hui et qu'il faut du temps, il faut de la détermination, un savoir-faire et comment on établit des rapports de force pour arriver effectivement à la rupture idéologique et à la mise en place d'un contenu politique différent. Comment on passe d'une fiscalité de spéculation à une fiscalité de production, à une économie de spéculation financière, à une économie de production réelle de richesse. C'est donc un problème qui est national, mais qui est aussi un problème européen. Tu l'as évoqué, et je pense que Bertrand, dans sa partie thématique, le fera également. C'est le rapport de force au niveau déjà européen qu'il conviendrait que les socialistes établissent. S'il n'y a pas demain un congrès socialiste européen sur un texte unique, on aura encore des approches brinque-ballantes entre le SPD, entre le PS, entre les travaillistes, entre les socialistes italiens. C'est dingo. Je veux dire, cette division des socialistes européens fait quand même le bonheur des forces, appelons ça, réactionnaires, conservatrices ou libérales. Et la contribution, après avoir dit ça, dit quelle est la méthode qu'il ne faudrait pas manquer en analysant ce qui a été observé dans le passé avec quelques insuffisances. Alors, ce qui est avancé dans cette contribution, c'est le concept de décentralisation qui a été largement porté tout au long de la campagne électorale, mais décentralisation non pas sur le plan d'une technique d'organisation, mais sur un concept politique, c'est-à-dire comment on refonde le bon fonctionnement de la République par rapport à son efficacité, comment
les institutions décentralisées sont capables d'entraîner les forces sociales, syndicales, culturelles, territoriales, pour être des acteurs de la transformation, pour accompagner le gouvernement, pour ne pas laisser le gouvernement face à une technocratie qui a la connaissance, le savoir, dans un monde qui est forcément celui que l'on connaît, d'une maîtrise technique, technologique et scientifique, qui donne du pouvoir à quelques-uns qui prétendent avoir le savoir et d'influencer le comportement politique. C'est ce que nous avons largement vécu dans le passé. Et, camarades, c'est ce que nous vivons un peu depuis 3 mois. Cet après-midi encore, au siège de l'Association des régions de France, on avait 5 ministres, tous de Bercy, Moscou, Montebourg, Nicole Bricq, Fleur Pellerin et Benoît Hamon sur le thème de la Banque publique d'investissement. Je suis désolé de dire que pour l'instant, la proposition qui est sur la table est une proposition à peine de déconcentration qui ne fait pas confiance encore suffisamment au territoire. Et que ça sera Bercy, une fois de plus, qui va gérer en fait la contenu, la définition et les orientations. Donc on l'a vu, et je discute, moi, avec les collègues parlementaires ou présidents de région, faisons attention, il y a encore des choses, on l'a vu dans le régime minier, il faut éclairer ces choses, cette contribution, elle peut s'éclairer de réalités vécues, je veux dire. Quand on est allé défendre le régime minier, c'est-à-dire l'engagement que le décret du 30 août 2011 devait être liquidé, c'était l'engagement de François Mitterrand quand il était venu à Londres. Décidément, je m'en sortirai jamais. De François Hollande, quand il est venu à Romba, ce qu'il avait répété le 4 mai à Forbach, ce que le Premier ministre avait dit au mois de juin, je crois vers le 4 juin, et quand on est allé collectivement, les élus de Lorraine, du Nord-Pas-de-Calais et de Saint-Étienne, du bassin minier centre, les premiers mots qu'on a reçus, c'était dans le fond des notes techniques qui avaient été rédigées avant le mois de mai et qui continuaient de s'appliquer. Donc ça, ce sont des réalités dont on doit mesurer. Et cette contribution, parce que le premier rédacteur n'est pas spécialement un enfant qui vient de naître, mais qui a une certaine expérience, on est quelques-uns à avoir de l'expérience, en disant attention, si nous ne mettons pas en mouvement la société, compte tenu de l'impatience qui existe chez les gens, on l'a vu encore tout cet été, on attend des réponses, mais ça ne se fera pas par l'opération, passez-moi l'expression, du Saint-Esprit, ça va se faire par un mouvement qui ne doit pas être seulement du haut, mais comment il amène l'ensemble des citoyens sur le territoire, et notamment autour de la thématique principale, qui est quand même le redressement productif, puisque c'est l'emploi qui est derrière ce sujet. Donc comment fabriquer une politique qui ne peut pas donner des résultats dans l'instant, mais qui donne à voir un objectif et qui entraîne les différents partenaires, mouvements syndicaux, entreprises, élus, territoires, citoyens, même dans une démocratie de proximité, pour que chacun participe et le sentiment d'être respecté et détermine une part de la nouvelle politique. Ce qui veut dire que dans cette contribution, il est indiqué que l'État doit rester à sa place, naturellement dans la détermination d'une politique nationale, des objectifs stratégiques, mais que dans son champ d'application, il faut s'appuyer impérativement sur les forces des territoires, des citoyens, pour que ceux-ci participent et surtout aient le sentiment d'être intégrés et d'être respectés, soient acteurs de la définition et créent ainsi les fameux rapports de force qui sont nécessaires pour faire bouger les choses. On voit bien les lobbies, comment ils fonctionnent.
On voit bien le lobby pétrolier aujourd'hui ou énergétique lorsqu'il s'agit des schistes bitumineux. Je veux dire, on voit bien les pressions qui s'exercent au niveau national. Et encore, pour avoir participé à la grande conférence sociale du mois de juillet, je suis sidéré de voir dans ces réunions-là les maîtres, les grands patrons des organisations syndicales, salariés ou entreprises, s'adresser à l'État comme, à la limite, des enfants s'adressent à leurs parents. Dans ce pays, si on attend tout de la maîtrise centrale, d'un centralisme, on n'y arrivera pas. Il faut libérer les forces qui existent sur le terrain pour faire en sorte, en effet, que les insuffisances qu'on a pu observer dans le passé ne se renouvellent pas. C'est ça l'important. C'est ça le message principal de la contribution. Il ne s'agit pas de donner des leçons à personne. Il s'agit de tirer leçons d'expérience, d'insuffisance et de mécanismes aujourd'hui qui, si on ne met pas en place cette mécanique de décentralisation comme refondation du fonctionnement de la République, donc on n'est pas dans une approche technique, on est dans une réalité politique, savoir comment on crée ces rapports de force. C'est ça que veut exprimer cette contribution modestement. C'est pour ça qu'elle est courte. Elle ne reprend pas tous les thèmes exposés par la motion centrale. Elle n'est pas forcément critique par rapport à des insuffisances. Elle dit attention, il faut oser rompre avec une idéologie dominante, tout en étant lucide de ce que cela représente dans la difficulté du moment. Ça ne peut pas se faire comme ça par un coup de baguette magique. Et comment faire en sorte que ces rapports de force qui permettent les évolutions soient réalisés? C'est en s'appuyant sur l'effet d'entraînement des citoyens que peut donner à réussir un phénomène de confiance accordé aux salariés, aux organisations professionnelles, syndicales, patronales, aux élus des territoires, où chacun doit se mettre d'accord sur un objectif et que chacun prenne sa part. Et je pense que les citoyens alors pourraient avoir une limitation à leur impatience. Pareil, les parlementaires, quand un texte va venir, il serait judicieux qu'avant que ce texte sortant du Conseil des ministres soit tout de suite débattu au sein du Parlement, puisse être débattu pour certains d'entre eux, les plus importants, avec les citoyens qui vont recevoir application de ce texte. Ça évitera beaucoup de difficultés. J'ai été parlementaire, on sait qu'aucun texte n'est parfait. Tout texte qui est voté dans les bonnes intentions comporte des effets pervers. On peut diminuer ces effets pervers par un dialogue effectivement préparatoire au débat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, par cette relation de l'élu et du citoyen. C'est ça qu'exprime. Moi, j'ai la conviction, la faiblesse de penser que cette contribution, elle est toute simple. Elle ne veut rien dire d'autre que ce qui est écrit. Elle ne prétend pas posséder la formule magique, mais elle repose sur une expérience qui est une volonté politique de rompre avec une idéologie dominante. C'est compliqué, mais que si on ne crée pas le rapport de force avec la société dans son ensemble, c'est le risque que l'on court, c'est d'avoir un débat centralisé de technocrates en quelque sorte, ce qui isolera le gouvernement de cette réalité de transformation. C'est tout simplement ça qui est exprimé dans cette contribution qui tient juste le moment où nous sommes, qui ne se transformera pas en motion, bien évidemment. Monsieur Émir, c'était un témoignage, une réflexion, partagée peut-être, assez locale, même s'il y a la présidente de Franche-Comté, de la région et de Picardie, on était cet après-midi encore ensemble, parce qu'ils pensent, et on vit, faisons attention à cette affaire de ne pas manquer la décentralisation, non pas comme objet technique, mais comme enjeu politique. C'est tout ce que je pouvais exprimer en cet instant sur cette contribution. Merci.